que certaines personnes me disent. Et disent, ouais, mais au fond, tu serais plus tranquille dans un bureau, voilà, faire des tâches. Mais voilà, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et c'est pour moi plus compliqué de travailler dans un bureau que d'être sur le terrain avec mes élèves et dans la machine. Bienvenue à Broadcastability, un podcast pour, par et à propos des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Ce podcast fait partie du projet PROUD à l'Université de Toronto. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web fr.theproudproject.ca. Le projet PROUD est basé à l'Université de Toronto, sur les territoires traditionnels et ancestraux des Hurons-Wendat, des Sénèques et des Mississaugas de la rivière Crédit. Nous aimerions également reconnaître les autres terres autochtones de l'île de la Tortue où nous menons nos recherches et enregistrons ce podcast, dont les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Bonjour, je m'appelle Chloe Atkins. Je suis la chercheuse principale du projet PROUD. Je suis professeure de sciences politiques à l'Université de Toronto et je recherche les enjeux du handicap. J'ai une maladie épisodique qui fait que j'ai beaucoup d'expérience personnelle avec l'emploi et le handicap. Bonjour, je m'appelle Isabelle Avakumovich-Pointon et je suis l'assistante de recherche pour le projet PROUD. Je suis étudiante en doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique et je recherche l'histoire des personnes en situation de handicap. Du côté personnel, j'ai moi-même des handicaps invisibles. Alors notre invité aujourd'hui est Laurent Collard, un professeur de cours pratiques pour les conducteurs d'engins de chantier qui habite en Wallonie en Belgique. Oui, Laurent est un homme qui ne cesse pas de trouver des solutions créatives pour surmonter les obstacles. Cela lui permet de continuer de travailler sur le terrain avec ses étudiants malgré son handicap physique. Voilà, donc je m'appelle Laurent, j'ai 57 ans, je suis conducteur d'engin de chantier de formation. Alors, bien voilà, je suis atteint de sclérose en plaques depuis l'âge de 36 ans. Et donc c'était en 2002, quoi. J'habite en Belgique, dans la région du Hainaut, donc en Wallonie francophone. Pourriez-vous nous décrire un peu votre parcours professionnel? Comment ça s'est passé pour vous? Depuis le début, hein. Depuis le Donc, début, ouais. Oui, l'école et après, ou un ouais, peu de ta famille, votre famille, parce que peut-être il y a une influence de vos parents ou oui. vos frères ou sœurs. Donc je suis l'aîné d'une fratrie de 3 fils, hein. Disons qu'on a eu une belle enfance. Mon père était entrepreneur. Donc voilà, j'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Tout se passait bien. À l'âge de 16 ans, j'ai voulu, étant donné que je conduisais déjà les engins de terrassement, j'ai voulu devenir ouvrier. Donc mon père m'a embauché directement, puisque j'étais déjà, on va dire, compétent à l'époque. Je connaissais déjà le métier. Et voilà, donc j'étais ouvrier, hein. Ensuite, je suis devenu entrepreneur, donc indépendant dans le terrassement, bien entendu. Et ensuite, après une vingtaine d'années à mon compte, là, je suis passé enseignant. Donc, je suis devenu professeur de cours pratiques pour les conducteurs d'engins de chantier. Et donc, ça a commencé en 2009. Et voilà, disons que je suis depuis 2009, je suis toujours dans le métier, quoi. Pourriez-vous parler ou partager l'expérience d'avoir des emplois quand vous étiez normal ou Ouais, valide et après, et est-ce qu'il y a une différence entre l'ambiance, les conditions, le contexte entre les deux états pour ouais. vous? Donc, étant donné que j'ai été indépendant, ben, ça s'est toujours très bien passé. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Je travaillais, voilà, on va dire normalement, beaucoup, et ainsi de suite. Bon, puis en 2002, une fois que j'ai eu ma sclérose en plaques, j'ai pu continuer à travailler aussi quand j'étais encore indépendant.
Ça a duré quelques années. Et là, j'ai pu entrer à l'école vraiment par hasard. Donc là, pareil, je suis arrivé, oui, moi je fais dans la soupe. Euh, j'ai intégré l'école d'une manière tout à fait normale. On ne voyait rien de particulier par rapport à mon état de santé. Bon, au fil des ans, j'ai commencé à boiter un peu, hein, ma jambe droite lâchait un petit peu. Ouais, je boitais, donc certains collègues me disaient, ah Laurent, tu n'es pas bien. Bon, je dis oui, ça va, non, pas de souci, j'ai un petit problème de cheville, mais sans plus. Bon, et au fil du temps, ça s'est un peu aggravé. Et là, bon, j'ai des collègues avec qui je pouvais parler franchement. J'avais la sclérose en plaques, ainsi de suite, comme ma direction, mes chefs d'atelier, mes chefs de travaux, il n'y a jamais eu de souci. Une ou deux personnes hein, au sein de l'école qui étaient un petit peu, pas réticents, mais disaient que j'étais un peu bête de continuer à vouloir travailler en ayant des problèmes. Bon, je n'ai jamais réagi à leur dire, quoi, hein. Et j'ai continué à travailler, ça se passe bien, et voilà, quoi. Donc, entre l'avant et l'après, y a pas, c'est plutôt à partir de 2002 la progression qui a fait que. Hein. Pour certains, il n'y a pas de souci, je peux continuer à travailler. Et pour certains, ben, il faudrait bien que j'arrête, quoi. Mais ce n'est pas mon but du tout. Hein. Ouais, et Voilà. pour vous, c'était plutôt une évolution qu'une révolution, on peut Oui, dire. c'est ça. C'est- Disons que voilà, c'est une évolution, à mon avis, normale. J'ai pas de Mhm. gros problèmes en soi. Mais la neurologue m'avait bien dit, bon, ben, vous vieillissez, les plaques au cerveau, elles vieillissent aussi, et du coup, voilà, ça se remarque plus, quoi. Mais je n'ai pas fait de poussée depuis au moins 10 ans, et voilà, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Alors, vous avez dit que la première personne ou les premières personnes que vous avez, avec qui vous avez parlé de votre handicap, c'était votre direction, c'est ça? Ou Non, votre dans un premier temps, vraiment des collègues de travail, quoi. collègue? Certains Ok. collègues, voilà, hein, et qui, bon, me connaissant, ils l'ont bien pris, quoi. Hein, bon, parfois, il y a des gens qui s'étonnent beaucoup. Je sais pas, ils pensent qu'on va mourir de la sclérose en plaques. Mm. Hein, et je leur dis non. Bon, je leur explique. Bon, il y a peut-être des cas plus compliqués que d'autres. Comme on dit ici en Belgique, c'est la maladie au milieu d'un visage. Je ne sais pas si on dit pareil chez vous. Ouais. Ben, voilà. Et donc, disons que j'ai toujours indirectement rassuré les gens. Moi, c'est vrai que à l'époque, je ne savais pas c'était quoi une sclérose en plaques. Mm. Quand la neurologue m'en a parlé, elle m'a découvert. Moi, c'est comme si elle m'avait annoncé que j'avais une grippe, quoi. Mm. Enfin, je veux dire, Oui. ça ne m'a pas plus touché que ça, quoi. Hein. Vu Ouais. que c'est vrai que j'avais rien de spécial, donc sur le coup, je ne me suis pas imaginé à quel point ça pouvait, ou pour certains ou pas, mais être grave ou voilà, ou dur à vivre, et ainsi de suite. Et voilà, ben, au fil du temps, on s'y fait. Il y a pas. Enfin, dans mon cas, ça va. Hein, même psychologiquement, j'ai toujours bien accepté la maladie. Je suis très bien entouré par ma famille. Ça, c'est quelque chose de très important parce que j'ai malheureusement des connaissances qui sont complètement laissées pour compte ou abandonnées, quoi. Voilà. Et donc, je veux dire faut un bon entourage, il faut y croire, voilà, hein, il faut pas laisser tomber les bras, bien entendu. Faut se battre, c'est un fait. Hein, faut vivre ça au jour le jour ou minute par minute, parce qu'on peut être bien maintenant et dans une demi-heure on est moins bien, ou l'inverse, ou dans quelques heures. On se lève pas bien, on est bien l'après-midi, ou l'inverse. Voilà. Ce que je peux dire pour l'instant. Hein. Comme votre maladie a évolué, euh, est-ce que votre manière de travailler a changé ou est-ce que vous avez reçu des aides, des supports, des adaptations au travail pour vous aider à continuer dans votre travail? C'est ça. Bon, en fait, quand en effet la maladie a évolué, hein, là j'ai commencé
En tout cas les jours, parce que je travaille un jour sur deux. Donc le mardi et le jeudi, je suis en congé. Hein, et je profite de ces jours-là. De plus en plus, ça a été l'obligation de me reposer, de faire le minimum. J'allais faire ma kiné, ainsi de suite, mais, ou les examens médicaux, quels qu'ils soient. Mais pour le reste du temps, je me reposais pour être en forme le lendemain. Parce que voilà, c'était, on va dire, nécessaire, enfin, pour être top au boulot, pour être top avec mes Et, étudiants. et juste pour intervenir, est-ce Oui, que c'était déjà le système quand vous êtes arrivé au début de votre travail avec l'école? oui, c'est le système de congé, c'est ça? Oui, en fait, c'était un peu différent, mais c'est vraiment le hasard. Là, c'était 2 jours de travail complet et 2 demi-jours. Hein. Mais puis, on a eu un changement de direction. Bon, le directeur, je lui ai parlé tout de suite que voilà, j'avais des problèmes, entre guillemets, ouais, que j'avais la sclérose en plaques. Et là, directement, lui, il a envisagé de faire un jour sur trois, un jour sur deux. Il me dit, écoutez, c'est bon pour vous. Et en même temps, pour mes étudiants, je ne veux pas qu'ils fassent 2 demi-jours. Je préfère qu'ils fassent une journée complète. Parce que le temps de nettoyer les machines, de les mettre en route le matin, et ainsi de suite, c'est des pertes de temps. Autant faire une longue journée qu'une courte journée. Et moi, ça m'a bien. C'était bien pour moi et pour tout le monde, quoi. Mais le directeur a fait que. Est-ce qu'il y a un médecin du travail qui a fait du conseil à vous ou à votre école pendant cette Non, époque, ou non? non. Non, ok, Voilà, d'accord. je n'ai jamais eu de rendez-vous particulier. J'allais passer mes visites médicales comme tout le monde, visite de poste de sécurité, puisque les professeurs de cours pratiques, c'est des postes de sécurité, en plus dans mon cas, et on n'a jamais eu de soucis du tout. Voilà, et alors en 2021, là par contre, j'ai envisagé de moi-même, pour me soulager, et pour économiser mon corps, pour être en forme après, pour la famille, pour les loisirs, et ainsi de suite, je me suis dit, bon Laurent, là, tu dois trouver quelque chose pour t'aider. Et j'ai envisagé une chaise électrique, mais sur chenille. Hein. Comme ça, ben, plutôt que de, je veux dire, marcher dans la boue, dans les cailloux, et ainsi de suite, parce qu'en Belgique, plus souvent. Et à ce moment-là, euh, voilà, je suis allez, sans fatigue de mon corps, quoi. Enfin, par rapport à ma sclérose en plaques, il y a fatigue et fatigue. Hein. Euh, et donc, voilà, j'ai eu ça comme idée. J'ai fait des essais hein, déjà en 2019, je pense. Il y a un monsieur qui était venu avec du matériel de professionnel. J'ai essayé sur le terrain pendant 3 heures. C'était la solution. Et au fil du temps, j'ai dit, bon, là, maintenant, j'en ai besoin. Et là, ben, du coup, hein, les mentalités ont un peu changé avec mon employeur. Il s'est dit, ah, il en a besoin, donc il est peut-être plus capable de travailler. Et là, par contre, je dois encore à l'heure actuelle me battre. Le dossier est en route, mais je veux dire, ils ont le temps. Hein. C'est pas du tout coutumier de, en plus dans mon métier, hein, métier d'enseignant, voilà. Enfin, et pour les cours pratiques de conducteur d'engin de chantier, il n'y a que 4 sections en Wallonie, 4 écoles, donc c'est vraiment pas courant. Donc je peux comprendre que les aménagements de postes de travail sont compliqués, hein, même si ici vous avez l'AVIC, hein, donc c'est en Belgique, l'Agence de la qualité de la vie, qui est tout à fait d'accord pour, on va dire, payer ces aménagements, hein, en tout cas. Mais il faut que tout le monde tout se goupille bien, quoi. Donc je suis toujours en attente, mais normalement ça devrait aller. Ça. Ouais. Donc actuellement, du coup, ben, j'avais pas encore eu la médecine du travail, mais maintenant j'ai eu les visites, enfin, j'ai été me présenter. Et donc, du coup, en attendant ces aménagements, je fais du travail administratif, quoi. Hein, donc, au sein de l'école, on me donne des tâches, voilà. Voilà. C'est le seul contact que j'ai eu avec la médecine du travail. Voilà. C'est pas du tout. Je pense qu'en temps normal, la mentalité, parce que maintenant je connais bien entendu beaucoup de gens qui sont dans mon cas, hein, et la mentalité, c'est de faire arrêter les gens, quoi.
voilà, on a plus facile de, de dire, bon, allez, c'est tout. Et les gens sont d'accord. Et sur le coup, en tout cas, ils disent, bah oui, je suis pas bien, il faut que je trouve des solutions. Mais ils ne pensent pas à aménagement, quoi. Bon, moi c'est ce que j'ai pensé tout de suite. J'ai dit, il faut que je trouve la solution. Et comme il y avait des aménagements, c'est vrai que les aménagements, je vais dire, officiels de la VIC, je n'étais pas trop au courant, je ne me suis pas trop renseigné. J'ai essayé d'aménager pour moi directement, hein, en gros. Mais après, j'ai appris que la VIC pouvait intervenir, mais c'est directement avec l'employeur et non avec le malade, on va dire, hein. Voilà. Et, et juste pour aller un peu plus vers l'attitude, vous avez dit que vous avez beaucoup de connaissances qui ont aussi sclérose en plaques. C'est Comment est-ce ça. que vous avez rencontré ces gens-là? Bon, il y a des gens, bon, bien sûr, la Ligue belge de sclérose en plaques, hein, il y a dans chaque province un comité provincial. Et en général, dans chaque province comme ça, il y a aussi les plus grosses villes. Bon, il y a des petites, on va dire, associations, hein, des petits clubs, et ainsi de suite. Et donc, moi, je fais partie ici à Mons du groupe Delta, hein, pour le nommer. Et là, bien sûr, nous sommes environ une trentaine de membres. Hein, on se réunit, on fait de temps en temps de petites activités, ainsi de suite. Et, bon, pareil, il y a des gens dans tous les états physiques. Hein, des gens, ça ne se voit pas, il y en a, ils sont vraiment en chaise. Moi, c'est entre les deux, je suis avec ma canne. Mais disons qu'il y a la plupart ne travaillent plus, déjà. La moyenne d'âge, j'ai envie de dire, c'est 40 ans, ouais, plus ou moins. Il y a un des messieurs qui est en fauteuil, il a fini sa carrière d'enseignant, je pense qu'il était professeur de cours de maths, mais il avait sa chaise, on a tout adapté à l'époque, il a été jusqu'à l'âge de la pension. Mais par contre, il y a beaucoup de plus jeunes, même enseignants, on leur a dit, bon, stop, c'est fini, ben, ils n'ont pas cherché, ils ont arrêté, quoi. Maintenant, ils le regrettent. Quand ils voient, je vais dire, mon combat pour vouloir rester, parce que je veux rester comme dans ma fonction, et eh bien, ils me disent, ah, c'est bien, j'aurais dû faire comme ça. Et en fait, ils n'ont pas eu les renseignements, ils n'ont pas peut-être eu la volonté, j'en sais rien. Moi, je sais bien que, sans me vanter, je suis un battant, enfin, c'est-à-dire que je veux continuer, entre guillemets, il n'y a que ça que je sais faire. Hein, et voilà, il n'y a plus que ça que je sais faire. C'est vrai que si j'étais conducteur d'engin encore indépendant ou dans une entreprise, travailler tous les jours de 7h du matin à 17h, ce serait plus possible. Ça, je le sais. Hein. Mais en tant que professeur, enseignant, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Hein, et Oui. Voilà. Donc, maintenant, ouais, donc je vous dis, donc, voilà pour comment je connais des gens, ou alors quand je vais en revalidation, hein, tous les ans, je vais 3 semaines, enfin depuis 2017, et je vais 3 semaines faire une petite cure de tonus. Voilà. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, 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 non. Non. Et, pourquoi vous pensez que les autres ne travaillent pas? Et Ah, quelles sont les racines de... disons qu'il y a, sans les critiquer, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui se disent, bon, au fond, je suis chez moi, tranquille, je suis payé. En gros, pour être plat. Hein. Il y a des gens, comme je vous ai dit, qui ne savaient pas, qu'ils auraient pu essayer de. Hein, voilà. Il y a une dame, elle a essayé avec son école, puisqu'elle est enseignante aussi, d'avoir par exemple des rideaux quand le soleil donnait sur les vitres. Et donc, elle avait demandé à la direction pour avoir des rideaux. Elle n'en a pas eu. Hein, ça a traîné, on lui avait toujours dit couillé pour finir, jamais de budget, parce que toujours le problème, c'est les budgets. Et donc, voilà. Et après, elle s'est, entre guillemets, dégoûtée. Elle a dit, moi, stop, j'arrête, quoi. Et voilà. Hein, il y a beaucoup de cas différents. Hein, il y a beaucoup de cas différents. Je n'ai pas d'autres en tête comme ça, mais. Enfin, en gros, c'est ça. On leur a dit, ils sont passés chez le médecin du travail. Le médecin du travail a dit non, écoutez, c'est quand même grave, vous devez penser à vous. Oui, quoi, et oh, ok, d'accord, et voilà, quoi. Sans... Mais maintenant, il y en a beaucoup qui regrettent, hein, parce qu'ils ont 30, 35, 36, 40 ans, ils sont chez eux du matin au soir, et rien de bien. Voilà. Il n'y a plus rien de. Voilà, C'est difficile.
c'est pas facile, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est intéressant que vous avez dit que c'est souvent le parole du médecin du travail qui décide Oui. au lieu de l'expérience de la personne. Ouais, Est-ce que vous avez eu des moments où, bon, si vous voulez pas partager, ça va, mais où quelqu'un vous avez dit, ah, c'est pas possible pour vous, mais c'était possible pour oui, vous c'est et ça. que vous le sachiez? Oui, oui. Euh, Oui, j'ai eu une expérience, puisque quand, je dis, au début de, voilà, on a dit, hein, il faut chercher des solutions de ça. Moi, j'ai fait venir, donc, du centre de thérapie, j'ai fait venir, donc, j'en ai parlé au médecin généraliste, hein, qui s'occupe de tout. Et à ce moment-là, il m'a proposé d'envoyer son ergothérapeute sur le terrain d'exercice, là où je travaille, pour, pour voir un peu, parce que entre ce que je dis et ce qu'ils allaient voir, il y avait peut-être une différence. Hein. C'est vrai que, voilà. Donc, ils sont venus, ils m'ont filmé, ils m'ont photographié, ils m'ont vu à l'œuvre et tout, et il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est une chose. Donc, j'avais un rapport, on va dire, favorable, hein, de gens extérieurs à mon employeur ou médecine du travail. Quand je suis allé chercher les résultats d'une enquête chez Médecins du Travail, j'étais avec l'assistante de la Ligue belge de la plaque, assistante sociale, et directement le médecin nous a dit, bah, écoutez, monsieur Collin, regardez, monsieur Collin, vous ne savez plus travailler, c'est plus possible. Voilà, un peu ce que je vous disais avec les autres. Et alors, à ce moment-là, l'assistante sociale, elle a dit, si, montre enfin, le rapport des ergothérapeutes. Et là, il a lu le rapport, et il s'est dit, oui, en effet, s'il y a des aménagements, il y a une possibilité, quoi. Hein. Parce que, normalement, moi, je pense que, ouais, d'après ce que j'en sais, je ne sais pas chez vous, mais c'est le médecin du travail à la base. D'accord, il y a un problème ou de dos ou de membres supérieurs, n'importe quoi. Mais normalement, c'est lui qui doit éventuellement proposer des solutions. C'est son job. Hein. Mais ici, non, c'était poup, stop, c'est fini, quoi. Parce que peut-être que lui, ce serait fini pour lui, j'en sais rien. Hein. Mais donc, ça reste quand même s'il y a du médecin, il y a du côté personnel aussi, à mon avis, qui entre en compte. Hein. Et donc voilà, et une fois que voilà, il a vu le dossier et tout, il a lu 2 fois, il a dit ok, ça va, ben, s'il y a les aménagements, à ce moment-là, c'est ok, mais en attendant, M. Collard fera du administratif. Hein, voilà. Donc voilà. Pensez-vous qu'il y a une meilleure stratégie que une médecin du travail? C'est-à-dire que, là aussi, c'est mon avis personnel, je ne sais pas, hein, mais je pense que, Bien sûr, ouais, bien c'est ça, sûr, c'est il y a beaucoup de choses que, on va dire, ces gens-là, je n'aime pas d'employer ce mot-là, mais voilà, ils ne sauraient pas reconnaître tous les métiers, toutes les fonctions et ainsi de suite. Bon, ils peuvent voir l'état général de la personne, ça je ne dis pas, mais quant à la finesse du métier ou quoi, ils ne sauraient pas se rendre compte. Hein. Les ergothérapeutes, pareil, ils sont venus me voir, ils savent c'est quoi. Hein. Ils m'ont vu à l'œuvre, c'est déjà un peu plus logique, je trouve. Mais derrière un bureau, dire monsieur ne sait plus continuer ou madame, c'est pas tout à fait logique. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, il faudrait, mais c'est pas facile, il faudrait limite, ben, là aussi, ce serait par métier, donc vraiment compliqué, un ensemble de personnes, aussi bien des techniciens, un mélange peut-être de techniciens et des gens du monde de la médecine, hein, et être vu pendant une semaine, 2 semaines, un jour, j'en sais rien, 15 jours, et être jugé, bah oui, ça il sait encore faire, ça il ne sait pas, on va l'aider, ça il ne sait plus faire, on ne sait pas l'aider, on va trouver une solution, ou alors stop, c'est fini, ou alors, enfin voilà quoi. Mais je sais que c'est pas possible, hein, financièrement et tout. Enfin, mais ça, ce serait pour moi la bonne solution, quoi. Hein. Bon, encore une fois, on ne peut pas juger sur, ouais. en mon cas, sur ce que moi je dis, ça je peux comprendre aussi, parce que hein, il y a des gens, ils sont devenus des dangers publics en voiture, ils ne s'en rendent pas compte, Mm. et on les arrête, c'est logique. Hein, arrive un moment par rapport à leur maladie ou enfin, autre chose. Mais voilà, moi je sais bien quand, il y a 5 ans, j'ai failli, on était au ralenti dans une file de voitures, hein, dans un embouteillage, et j'ai raté la pédale de frein parce que ma jambe n'a pas levé assez de l'accélérateur à la pédale de frein.
Donc j'ai recommencé, ça a duré une seconde et demie, j'en sais rien. Et là, j'ai su freiner. Mais j'ai dit à mon épouse, c'était sa voiture, j'ai dit, écoute, c'est fini, je ne conduis plus ta voiture, boîte manuelle, je conduis la mienne comme avant, en automatique, quoi. Et je n'ai plus conduit la voiture par boîte manuelle, quoi. Ça dépend de chacun. Il faut arriver à un moment se dire, bon, alors que ça tombe, j'aurais plus jamais de problème, mais j'ai décidé que, voilà. Et à l'inverse, ici, moi, au fond de moi, j'ai décidé que je voulais continuer à travailler, que je pouvais, et voilà, je le sais. Maintenant, c'est normal des personnes extérieures, ils prennent ça sous leur responsabilité. Donc, ils ne peuvent pas dire oui, voilà, parce qu'ils s'engagent, on va dire, personnellement, indirectement, et voilà. Mais bon, donc voilà, il faudrait trouver une solution, c'est pas facile. Ouais, mais vous avez raison, c'est quelque chose d'intéressant que l'handicap, c'est pas vraiment dans le corps uniquement, c'est l'interaction avec. Vous pouvez conduire une voiture automatique, mais Oui, pas manuelle. voilà, C'est c'est pas ça. juste votre corps, c'est l'interaction de votre Oui, corps et le monde qui vous entoure. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, mais je voulais juste demander, parce que quand je pense ben, des machines De, 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 terrassement, de terrassement, oui. ouais, et tout ça avec ben, les machines et la construction et tout ça, Oui, je oui. pense vraiment à un travail très manuel, très corporel, et ça m'a ça m'a surprise, Surpris, c'était, oui. ouais, ça m'a surpris un peu que quelqu'un en situation de handicap pourrait faire quelque chose comme ça. Oui. Ce qui montre déjà ma compréhension ou mes Oui. compréhensions. Mais est-ce que vous avez trouvé que les personnes sont surpris que vous travaillez dans ce domaine au lieu de quelque chose d'administratif ou dans un Euh, bureau oui, où c'est plus facile pour aménager le bureau que oui, c'est ça, mais peut-être. c'est ce que certaines personnes me disent. Elles disent, oui, mais au fond, tu serais plus tranquille dans un bureau, voilà, à faire des tâches. Mais voilà, c'est pas du tout mon état d'esprit. Et c'est pour moi plus compliqué de travailler dans un bureau que d'être sur le terrain avec mes élèves et dans la machine parfois, parce que je ne dois pas être dans la machine du matin au soir. Je dois Ouais, monter à certaines occasions. Peut-être que 4 fois par jour, je dois m'installer dans une machine pour leur montrer, mais parfois après, peut-être 15 jours sans. Donc, ouais, voilà, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si j'étais encore, on va dire, salarié, bah, du matin au soir, je ne serais plus. Enfin, ce serait trop long parce qu'il y a aussi le côté psychologique, enfin, ouais, mental, pas psychologique, mais mental, de faire attention à tout, aux piétons, aux câbles électriques, ou à ce qu'il y a enfoui dans le sol. Enfin, voilà. Donc, c'est une pression permanente, ça, je le sais. Donc, là, je vais dire que j'aurais voilà, dû trouver autre chose. Ça, je suis d'accord. Ou ne travailler qu'à mi-temps, et encore, je ne sais pas. Mais je ne sais plus, je me perds un peu par rapport à ce que vous avez demandé. mais juste Ah si oui, les donc gens. certaines personnes, oui, qui disaient que, donc qui disent, et d'autres qui disent, bon, écoute, si tu sens que tu sais le faire, fais-le, quoi. Hein, voilà. Ouais, Encore une fois, tout est une question de personne, et c'est Oui. pas facile, quoi, hein. Maintenant, Je- c'est vrai que ce sont des grosses machines. Je ne dis pas, allez, je prends le cas, j'avais un élève il y a 5 ans qui s'était inscrit dans la section et il avait un problème à la naissance, il avait eu quelque chose, il était en manque d'oxygène pendant quelques minutes à la naissance et du coup Oui. il a un problème à son côté droit, mais il roulait en vélo à une main et un pied, hein, puisque les autres ça suivait. Et voilà, Oui, il a oui, grandi oui. comme ça, il est né comme ça, il s'est toujours adapté. Quand il est venu dans ma section, il m'avait posé la question, je veux dire, lors de on se dit, euh, à l'accueil des élèves le premier jour, quoi. Et il me dit, monsieur, vous croyez que, regardez ma main, mon bras. Et je dis, écoute, regarde-moi, c'est pareil, on a à peu près la même chose, sauf que moi, j'ai eu ça tardivement, je dois m'adapter au jour le jour. Toi, tu es né avec, donc tout ce que tu fais, tu sais que voilà, voilà, tu t'es adapté tout le temps. Et en effet, quand il est arrivé le premier jour en cours pratique,
Donc il est monté sur l'engin, comme aux autres, je lui ai expliqué certaines fonctions, et notamment du côté droit de la machine, entre la vitre et le siège, il y a un levier pour monter la lame avant de la machine. Donc, normalement, c'est au bras droit, un petit coup en arrière, la lame monte, vers l'avant, elle descend. Lui, directement, il n'a pas chipoté, il a pris sa main gauche et il a actionné la manette en question. Voilà, c'est un instinct pour lui. Moi, je dois réfléchir, ah oui, c'est vrai, voilà. Ou j'essaie et je vois que ça ne va pas, je recommence, par exemple. Maintenant, je le sais. Mais lui, voilà, pas de souci. Et il s'en sortait bien, même ses copains à l'époque disent, ouais, monsieur Simon, il s'en sort bien. Et je dis, oui, voilà. Parce que il avait la volonté, et voilà, quoi. Après, bon. J'ai une question qui est à côté de ça. Pensez-vous que vos étudiants profitent de votre expérience et votre exemple d'être une personne en situation de handicap qui travaille? Voilà. Je pense que c'est... Oui, c'est une bonne chose. Dans le temps, par exemple, si quand je marchais avec ma béquille, j'expliquais à un élève, c'est des mini-pelles, donc je me mets à côté de la porte, il laisse sa sécurité, ainsi de suite. Je lui parle, mais j'appuie ma canne contre la machine. Et parfois, avec les petites vibrations, elle tombe au sol. Hop, j'ai toujours bien un élève qui vient me la ramasser. Et me dire, alors que je dis, ça va. Mais bon, voilà. Allez, donc c'est bien. Ils sont déjà dans une situation où ils pensent à aider la personne. En soi, c'est bien. Bon. Ensuite, quand j'avais... Parce que monter au sens propre, donc comme quand on monte un escalier ou sur une échelle, ça, je ne sais plus, monter dans une machine. Alors, je sais m'installer dans une machine en utilisant un petit stratagème, c'est-à-dire qu'on fait un trou de 90 cm de profondeur, avec donc de la largeur de la machine et un peu plus, avec une rampe d'accès d'un côté et une rampe d'accès de l'autre. Donc à ce moment-là, l'élève arrive, il descend la machine dans le trou, et moi, du niveau du sol, je m'installe dans la machine, puisque je suis au niveau du plancher à quelques centimètres près, 5 plus bas, 5 cm plus haut, 5 cm plus bas. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, ils se disent, c'est bien, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, ou alors j'ai parfois des élèves qui me préparent leur surface, ils travaillent à un endroit, et puis à la radio, monsieur, vous pouvez venir voir mon travail, je vous ai préparé le terrain. Donc voilà, ils m'ont fait un trottoir, si on peut dire, donc c'est bien. Donc là aussi, ça leur ouvre l'esprit pour quand ils seront, enfin maintenant ils le sont, mais professionnels, ils doivent penser à l'accès sur la route. Il y a les gens en poussette, il y a des gens ou malvoyants, il y a les personnes à mobilité réduite, il y en a beaucoup, quoi. Et donc, les femmes enceintes, tout ça. Donc, je suis certain que certains y pensent d'aménager de petites choses, quoi. Le trou en question, la première fois que j'ai fait faire un élève, il a bien fallu une première fois, l'élève, je lui dis, viens avec moi, on va faire un trou, je lui explique. Ça n'allait pas ma mode, je lui dis, écoute, élargis un petit peu, agrandis-le, il me regardait toujours, je dis, bon, il n'osait trop rien me dire, parce que je ne le connaissais pas vraiment. Et puis je dis, écoute, maintenant tu vas me faire une rampe, donc il commence à creuser en rampe. C'était pas suffisant, donc je dis, écoute, tu dois descendre ta rampe, donc il fait. Il me dit, et maintenant, monsieur, je fais quoi? Je dis, tu vas de l'autre côté, tu me fais la même rampe. Hop, il fait la même rampe. Il me dit, et maintenant, je fais quoi, monsieur? Tu descends dans le trou. Donc, c'était nouveau pour lui, donc il descend tranquillement. Pourtant, c'est pas très profond, 90 cm, c'est rien, mais bon, soit. Et alors, après, il me regarde, il me dit, et maintenant, monsieur? Je dis, maintenant, tu descends et moi, je monte. Ah ouais, monsieur, vous êtes malin. Et je dis, non, je suis pas malin, et je m'adapte. Enfin, voilà, je lui ai fait comprendre que c'était des solutions. Voilà. Ouais, je pouvais dire, ah non, je ne sais plus monter dans la machine, je laisse le bras croisé, je la carte, mais c'est pas mon truc, quoi. Mais ce que vous avez dit, ça m'a fait penser parce que souvent quand on parle avec des gens et on demande comment est-ce qu'on peut faire pour créer des villes ou Oui, des environnements plus accessibles, souvent on entend il faut que les experts, les personnes qui vont construire les villes, oui, les environnements, qu'ils
ont ça en tête depuis les années de l'entraînement, depuis ben, de base, ça doit être dans la tête. Et Hum, comme vous avez dit, la façon dont vous enseignez et le voilà. fait que vous êtes là sur le terrain Oui, c'est pendant ça. leur entraînement, ça leur aide à Ça les, garder en tête la voilà, discipline. ça les stimule parce que parfois j'en ai même en fin d'année ou même après, ils me remercient en envoient un petit message, merci pour tout et où je sais bien que ce n'est pas facile pour vous, mais vous étiez toujours là. C'est des beaux commentaires de remerciement, quoi. Donc voilà, je suis certain, je dirais pas que 10 sur 10 vont faire attention toujours, Mhm. mais quelques-uns, oui. Hein, je sais pas, le nombre, je ne saurais pas citer. Si c'est un Ouais. pour 10 ou 5 pour 10, j'en sais rien. Mais je sais qu'indirectement, voilà. Et même, je trouve que pour leur futur à eux, malheureusement, je ne souhaite devant la personne, mais tout peut arriver, même un bras cassé. Bon, ben, ils savent que ouais, ouais, je vais quand même trouver une solution pour faire ça, quoi. Et pas dire, Mhm. oh, c'est tout, je reste chez moi, je fais rien, quoi. Hein. Ouais. Donc, c'est important. Et c'est vrai que quand il y a, comme vous dites, des aménagements quelconques ou des nouveaux bâtiments et tout, c'est vrai que ça, les architectes ou les ingénieurs, des gens, on dit, les auteurs de projets et tout, ne sont pas. Ils ne pensent pas à tout, ils ne sauraient pas penser à tout. Hein. Moi, j'ai connu un monsieur ici, il a eu un problème, je ne sais plus quoi exactement, mais bah, soit maintenant il marche en béquille, il me dit, ah ouais, maintenant je comprends. Parce que maintenant, lui comme les autres, il doit monter le trottoir, descendre ou marcher sur les pavés. On a beaucoup de pavés ici en Belgique. Et il se rend compte que, mais avant, il n'y a jamais pensé. Moi aussi, indirectement, pas à 100% comme maintenant. Hein, mais voilà, Con- c'est comme ça. Quel conseil donnerez-vous à une jeune personne en situation de handicap qui veut lancer sa carrière? Oui. Ben moi, je dis que elle doit absolument. Enfin, je le fais parfois. J'ai rencontré une jeune fille ici il n'y a pas longtemps et je lui ai dit, écoute, tu dois mettre tout de ton côté, bien entendu. Tu dois être très réfléchi à savoir ce que tu peux faire ou pas. Pour elle, c'est le début de sa sclérose en plaques, donc ça va. Elle vient d'apprendre, mais moralement, ça y est, c'est passé. Hein. Donc, j'ai dit, écoute, tu peux continuer à faire ce que tu as envie, enfin, ce que tu voulais faire comme métier, mais tu vas avoir peut-être parfois des bâtons dans les roues. Hein. Donc, tu dois te montrer vraiment positive et montrer que voilà, tu veux y arriver, que tu peux y arriver. Ça, je dis, tu dois bien réfléchir à ce que tu veux faire. Ben voilà. Donc, moi, je dis qu'il faut. Enfin, je prends mon exemple. Hein. Encore une fois, si j'avais voulu lâcher tout, ben, voilà, je serais là où je suis là maintenant, du matin au soir. Quoi, hein. Tandis que je veux continuer, je sais que je peux. Donc voilà, pareil pour un jeune ou un moins jeune qui apprend sa maladie, ben, faut bien se mettre en question, se poser des questions et dire, bon, je peux le faire ou je peux pas le faire. Et ma santé me le permet ou pas. Je serai encore aussi pro ou pas. Hein, je vous dis, comme je vous disais tantôt, par rapport à un emploi de machiniste, je ne le ferai plus parce que je sais bien que je ne serai plus au top. Hein. Ou alors, risque de sécurité aussi. Imaginons vous accrochez une conduite haute tension, un câble haute tension. Ben, la logique, enfin la sécurité de ce qu'on veut, je ne peux pas descendre de la machine, je dois sauter hors de la machine. Ben, dans mon état, ce serait plus possible. Donc, il y aurait ce côté-là aussi. Là, à ce moment, il y a des trucs un peu compliqués. Hein. Mais voilà, il y a des choses que maintenant, au pire, je pourrais trouver un domaine travaillant dans les parcs et jardins, par exemple. Hein. Là, il n'y a pas de câble haute tension. Hein. Donc, c'est suivant les métiers, la diversification des métiers, ainsi de suite. Si je prends mon cas, c'est tellement diversifié que je pourrais trouver une corde à mon arc. Quoi, hein. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde, hein, en fonction du métier, ben c'est ça ou rien. Hein, donc. Mais à tous les gens, je suis positif, je leur dis il faut essayer, aussi bien pour le côté moral que enfin, psychologique et tout, social, tout ce qu'on veut. Il faut continuer, enfin, s'il y a moyen. Est-ce qu'il y a des mesures que les gouvernements ou les
organisation, je m'excuse, j'ai des difficultés de prononcer des choses, devrait prendre pour assurer l'inclusion des personnes en situation de handicap au travail en Belgique? Je vais prendre 2 secondes pour réfléchir à pas mon cas, moi, à un ensemble de problèmes. Oui, sûrement, ça c'est certain. Ouais, à mon avis, c'est toujours pareil. C'est le fait de bien. Allez, encore une fois, on en parle beaucoup. C'est déjà très bien. Hein. Mais le fait d'arriver à au point final, il y a toujours, comme l'expression le dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais en étant professionnel, je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions qui ne coûtent pas plus cher. Hein. On change directement parce que, allez, je prends un exemple. On met 20 mètres carrés de pavage à une certaine hauteur. Ça coûte autant. Ben, si dans les 20 mètres, il y a un décaissement de 5 cm pour un passage piéton, par exemple, ben, c'est pas ça qui va coûter plus cher en soi. Hein. Ouais, on va terrasser avec un petit dégradé ou quoi. Ben, je veux dire, ça va pas coûter 3 fois le prix. Il y a même pas un petit pourcent ou deux de côté pécunier qui entre en ligne de compte. Bon, mais c'est pas encore assez réfléchi. J'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps, une nouvelle voirie. D'un côté, vraiment bien fait, les dalles pour les personnes malvoyantes, les dalles avec les petits studs là. Alors, le, le passage piton qui était légèrement en pente, et en face, c'est une bordure. Donc, on descend là en chaise, on traverse, on est sur le passage clouté, on ira en face, c'est une bordure. Donc, voilà. Il y a, Wow. c'est pas assez dans les mœurs, parce que même si, mettons, l'architecte s'est trompé, ça peut arriver, l'erreur est humaine, mais le responsable du chantier ou le chef des travaux, ça peut être le chef d'équipe, ça peut être une petite entreprise. Chef d'équipe pourrait dire, je vais demander à une réunion à l'architecte, lui demander si c'est normal. Là, j'ai dû faire un plan incliné, si je mets une bordure. C'est pas logique, quoi, ça. Donc, il y a aussi une question de, allez, personnel du personnel. Enfin, voilà, il faut y penser, quoi. Hein, j'avais pensé vous raconter autre chose. Ah oui, il n'y a pas longtemps, il y avait en Belgique, ça s'appelle le relais pour la vie. Donc, c'est par rapport au cancer. On marche, on forme des équipes et on marche. Il y a un flambeau pendant 24 heures, enfin, un relais, quoi. Bon, les toilettes étaient toutes des toilettes, vous savez, des toilettes transportables. Hein, des toilettes PMR, nickel, très bien. Il y a au moins 10 toilettes en 2 zones. À un moment, j'ai voulu y aller. Les 3 toilettes étaient sur un plan incliné, donc elles étaient toutes de travers. Hein. Et alors, il y avait à peine 60 cm entre. Bon, c'est dans un centre allez, hippique. Hein. Et alors, donc il y avait un chemin de terre et une bordure. Bon, pas de terre, mais un genre de sable. Bon, soit. Donc les cabines étaient là de travers, et en plus, il n'y avait que 60 cm. Une fois qu'on ouvrait les portes, ben, quelqu'un en chaise ne saurait pas y aller. Bon, moi, heureusement, je suis un petit peu casse-cou. J'étais avec ma chaise pliable, parce que quand je dois me soulager mon corps, ben, j'ai ça, j'ai ma chaise dans la voiture, hop, je la déplie. Donc c'est une chaise électrique. Je suis monté par le talus, et j'y suis arrivé. Parce que je suis encore marché, je me suis remis debout, je me suis tenu un peu voilà, à la porte, et ça y est, c'était un petit peu. Mais, donc c'est bien pensé. Ils ont acheté des WC, enfin, la ville, ils les ont placés, mais par des gens qui n'y connaissaient rien. On leur a dit, bah, tu les mets là, hein, oui, on va les mettre là. Au lieu de dire, oh, mais ils sont de travers, on va les mettre 20 mètres plus loin, c'était nickel. Hein. Oui, c'était bien plat et tout. Donc, il y a une question de. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, à mon avis. Et c'est ça que ça n'est pas prêt de changer, enfin, du jour au lendemain, malheureusement. Enfin, même si le pouvoir politique décide, ouais, ok, on le fait. Après, même l'architecte, ouais, ok, c'est comme ça. Il faut après que le personnel sur le terrain dise, ah oui, on va faire ça bien, nickel. Hein. Enfin, il y a, il y a beaucoup. Hein.
Mais il faut qu'on tente tout. C'est pour ça que le groupe PMR à Mons, on s'occupe beaucoup de la région de Mons, pour essayer que, voilà, si ça peut entrer dans... On en parle, c'est pour ça que c'est un groupe public encore. On en parle de plus en plus. Du coup, les gens se rendent compte, ou certaines personnes, ah oui, oui, c'est vrai, c'est une bêtise. Hein, c'est peut-être, par exemple, une dalle qui dépasse d'un demi-centimètre ou 1 centimètre. Pour mes ça, tout le monde ne sait rien, mais moi, si je chope dedans, ben, ça y est, ma jambe reste bloquée, quoi. Hein, si on peut dire. Oui. Ben, voilà. Donc, oui, il y a des solutions pensées ou prévues ou voulues, mais voilà. Ça reste encore délicat, on va dire. Donc, il faut en parler absolument. Et c'est pour ça que j'aime bien ici, le contact d'aujourd'hui, ben voilà, j'aime bien parce que j'espère qu'on va pouvoir faire avancer les choses, chacun de notre côté. Hein. Exactement. Pour tout le monde, ce ne sera pas pour moi spécialement, mais pour tout le monde, quoi. C'est notre espoir aussi. Et c'est ce que j'ai à dire. Et vous c'est pareil. Votre but, c'est qu'on arrive tout doucement à faire changer les mentalités, quoi. Donc, c'est une idée commune et un... Alors, Laurent est très impressionnant parce que c'est un homme qui trouve constamment des solutions. Il n'attend pas pour que le médecin de travail lui propose quelque chose parce qu'il sait que lui, Laurent, c'est la seule personne qui comprend ses propres besoins et ses propres capacités. Alors, c'est lui qui décide quand il y a un problème, c'est lui qui propose la solution et puis c'est lui qui convainc le médecin de travail que sa solution marche. Et les solutions qu'il trouve sont très innovatrices. Je ne savais même pas qu'il existait des chaises roulantes à chenilles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je voulais signaler que Laurent a eu un parcours professionnel inhabituel parmi nos participants, parce qu'il est devenu visiblement handicapé après avoir été embauché. D'un côté, c'est possible qu'il avait moins de soucis à trouver de l'emploi parce que son handicap n'était pas évident au début. Mais de l'autre côté, parce que sa maladie a progressivement évolué au fil des années, les adaptations dont il avait besoin ont aussi évolué. À cet égard, son expérience de négociation constante pour de nouvelles adaptations reflète les expériences d'un grand nombre de nos participants, même s'ils n'ont pas des maladies dégénératives. Oui, c'est un élément intéressant. C'est aussi important de souligner que Laurent effectue un travail de sensibilisation tout en faisant son travail d'enseignement. Il est bien sûr un modèle pour ses étudiants handicapés, mais il est aussi un exemple pour ses étudiants et collègues non handicapés. Il démontre que les personnes en situation de handicap peuvent travailler, elles peuvent enseigner, elles peuvent même conduire des engins de chantier. Oui, son histoire incarne une des grandes conclusions de notre recherche, que ce sont les personnes non handicapées qui ont besoin de la sensibilisation aux enjeux du handicap. Et Laurent sensibilise ses collègues et ses élèves à travers son travail d'enseignement. Oui, et cela va avoir un impact important parce que ce sont ces étudiants qui vont littéralement bâtir l'avenir. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode de Broadcastability. Vous pouvez nous trouver sur Internet à fr.theproudproject.ca. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Le podcast Broadcastability est réalisé par le projet Proud à Scarborough College à l'Université de Toronto en partenariat avec la station radio Indie 88 à Toronto, l'association Disability Rights UK et le projet de recherche SORD, recherche sociale avec les personnes sourdes à l'Université de Manchester. La Dr Chloe Atkins et Isabelle Avakumovic-Panton sont les animatrices de la 2e saison de Broadcastability. La musique a été composée par Justin Laurie. Isabelle Avakumovic-Panton a réalisé le montage de cet épisode. Nous remercions l'Université de Toronto Scarborough, ainsi que nos partenaires communautaires, la station radio Indie 88,
l'association Disability Rights UK et le projet de recherche SORD à l'Université de Manchester d'avoir soutenu la réalisation de ce podcast. Nous tenons également à remercier nos organismes subventionnaires, le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada et TechNation pour leur soutien financier.